Cette présentation a pour objectif de décrire les techniques de rééducation les plus utilisées au cours de l'évolution de la maladie de Parkinson, celles qui sont plus fréquemment appliquées à la phase de début, après l'annonce du diagnostic, alors que le malade ne présente pas encore de grandes difficultés motrices, et celles qui sont plus utiles lorsqu'avec l'évolution surviennent des fluctuations de la motricité au cours de la journée, effet on-off. La rééducation est désormais reconnue comme un complément indispensable au traitement médical. Aussi est-elle proposée tout au long de son évolution. Le projet rééducatif est établi par les différents acteurs de la prise en charge en fonction du bilan médical du médecin et des attentes du patient et de son entourage. Ces objectifs sont essentiellement tournés vers le maintien de l'autonomie dans les déplacements, la qualité de vie. 2 axes de rééducation sont proposés, avec d'une part des programmes de rééducation plus spécifiquement tournés vers la prévention des troubles de la fonction motrice, prévention des troubles orthopédiques, prévention des difficultés d'adaptation cardio-respiratoire à l'effort. D'autres, au contraire, visent à limiter les conséquences d'une symptomatologie déjà présente et lutter contre les limitations articulaires, les troubles de la posture, les difficultés de marche ou les troubles de l'équilibre. Les malades parkinsoniens tirent autant de bénéfices de l'exercice physique que les personnes non malades. Aussi leur est-il recommandé de commencer le plus tôt possible, avant même l'installation des premières difficultés motrices. Les programmes d'exercice sont le plus souvent sous la forme d'autorééducation supervisée, comprenant des activités physiques aérobies, c'est-à-dire à caractère endurant. Leur efficacité est en directe corrélation avec le temps et la régularité de leur pratique. La quantité d'activités à pratiquer chaque semaine s'appuie sur les recommandations des organismes de santé. Il est souhaitable de consacrer de l'ordre de 150 minutes par semaine à l'exercice réparti sur 5 jours, c'est-à-dire une trentaine de minutes par jour auxquelles on peut ajouter une promenade régulière. Les programmes, pour être complets, doivent répondre aux besoins de la motricité des patients et ils sont établis de manière à développer l'adaptation cardio-respiratoire à l'effort, la souplesse dans l'exécution des mouvements, l'amplitude des gestes, la correction posturale et le renforcement de la musculature axiale. De nombreuses activités physiques, chacune ayant ses avantages et ses limites, peuvent ainsi être pratiquées. On peut citer la marche à vitesse soutenue sur tapis roulant ou en plein air avec ou sans bâton de marche, le pédalage sur vélo standard, sur vélo d'appartement, vélo elliptique, rameur, le tai chi, le qigong pour leur effet sur la stabilité posturale et l'équilibre, la danse, en particulier le tango, pour le maintien du rythme et les grands déplacements des membres inférieurs, mais aussi d'autres encore comme le yoga, la gymnastique douce, le golf. Leur pratique à une intensité régulière ne doit pas être à l'origine d'une fatigue excessive ni de douleurs ostéo-articulaires. Avant d'engager la rééducation, le rééducateur doit connaître un certain nombre d'éléments de la pathologie. Le stade de gravité pour adapter ses exercices, le degré de sévérité des manifestations cliniques qui sont fournies par le score MDS-UPDRS pour savoir sur quel aspect il doit plutôt orienter ses exercices, connaître les horaires et la sévérité des fluctuations motrices
pour choisir les horaires les plus adaptés à la pratique de la rééducation, savoir s'il existe ou non des troubles dysautonomiques, en particulier l'hypotension orthostatique ou l'hypotension à l'effort, connaître l'adaptation à l'effort de son patient, son degré de fatigabilité. Il doit s'informer d'éventuels troubles cognitifs et du comportement, savoir quels sont les retentissements de la maladie sur le plan fonctionnel pour orienter ces exercices dans le but de les améliorer. L'environnement social et familial, qui vont lui être utiles pour savoir si le patient va être aidé à domicile et si on peut envisager une autorééducation supervisée avec une participation des aidants pour guider ou transmettre les informations qui auront été données lors des séances de rééducation. Il faut bien entendu connaître les attentes du patient en matière de rééducation, ce qu'il souhaite, ce qu'il aimerait améliorer dans ses troubles moteurs et le bilan du médecin prescripteur va également orienter les programmes de rééducation. À la période de maladie installée, il existe désormais différentes manières d'aborder la rééducation du mouvement. On peut citer l'augmentation du rythme des mouvements. Dans cette approche, le patient tente à dépasser son niveau habituel de performance dans un objectif de gain. Cette approche peut être pratiquée sous la forme de pédalage à un rythme soutenu, de marche active au-dessus du rythme de marche de confort. Autre approche, l'augmentation de l'amplitude des mouvements. C'est ce qui est en particulier proposé par la méthode de rééducation LSVT. Lee Silvermine Voice Treatment, méthode adaptée à la fonction motrice sous le nom de LSVT Big. Elle se pratique sous la forme de stages de plusieurs semaines où sont répétés des exercices divers de grande amplitude et de complexité croissante. Autre approche, le renforcement de la force musculaire. Ce renforcement fait désormais partie des techniques rééducatives de la maladie de Parkinson, car la diminution de la force musculaire est présente dès le stade précoce. La diminution de force affecte plus particulièrement les muscles extenseurs, aussi bien au niveau segmentaire qu'au niveau rachidien. Les exercices de renforcement sont plus particulièrement dédiés à ces groupes extenseurs. Il est à noter que la faiblesse musculaire, lorsqu'elle touche les membres inférieurs, est un des facteurs de chute, d'où l'intérêt du renforcement de cette musculature des membres inférieurs. La rééducation des troubles axiaux est un facteur clé de la rééducation au stade de maladie installée. C'est une symptomatologie peu dopasensible, elle est souvent l'objet de prescriptions de rééducation. Parmi les difficultés rencontrées parmi ces signes axiaux, citons la difficulté à réaliser les activités motrices globales impliquant l'ensemble du corps, comme se lever d'une chaise, se tourner dans son lit ou se relever du sol. L'apprentissage moteur séquentiel en facilite la réalisation. Il consiste à répéter sous la forme d'exercices contrôlés chacune des séquences gestuelles constituant l'acte moteur fonctionnel complexe. Puis toutes les séquences sont ensuite réalisées de manière enchaînée et coordonnée. Ainsi, chacune des étapes du redressement de la position couchée sur le dos à la position debout consiste à apprendre à rouler sur le ventre, plier un genou pour passer à quatre pattes, avancer un pied en position de génuflexion, puis enfin se redresser pour se mettre debout. Autres troubles axiaux, les troubles posturaux qui sont évalués par l'item 3.13 de l'échelle MDS-UPDRS. Ils se manifestent par une tendance à se pencher vers l'avant, comme tocormie, ou à s'incliner d'un côté, syndrome de la tour de Pise, ou syndrome de la tête tombante lorsqu'ils sont localisés au niveau du rachis cervical.
Ces troubles posturaux peuvent être à l'origine de douleurs musculo-squelettiques ou du moins d'inconfort. Ils sont, outre la gêne fonctionnelle occasionnée lors de la marche, lors des repas, un facteur de chute. Les tests de redressement en station debout, en appui contre un mur ou en position allongée évaluent leur degré de réductibilité. Leur rééducation consiste à, d'une part, retrouver de la souplesse des mouvements du rachis, du grille costal, des ceintures scapulaires et pelviennes, mais également de réduire le déficit de la force musculaire des muscles érecteurs du rachis au moyen d'exercices utilisant des haltères ou des charges additionnelles. Il est utile également de stimuler les informations proprioceptives provenant du tronc. Il est parfois proposé le port d'un corset de maintien ou d'une minerve pour leur effet de soutien et d'aide au redressement. Ces orthèses, si elles sont prescrites, ne dispensent pas pour autant de la pratique régulière d'exercices correcteurs au niveau du rachis. Les troubles de la marche constituent avec le tremblement de repos une des caractéristiques les plus singulières de la maladie de Parkinson. Deux méthodes de rééducation de la marche complète. Première approche, l'indissage visuel et sonore, qui consiste d'une part à enjamber des lignes parallèles tracées à distance régulière pour contrôler la longueur de l'enjambé, et d'autre part à ajuster la cadence du pas à un rythme sonore, un comptage, un bip régulier, une musique rythmée. Ces stimuli externes suppléent la défaillance des régulateurs internes. Leur effet positif sur la qualité de la marche se poursuit au-delà des séances. Deuxième approche, l'augmentation de la quantité de marche journalière qui peut être réalisée par une sortie quotidienne de marche active à un rythme plus élevé que la marche de confort ou par des exercices sur tapis roulant. Le renforcement de la musculature des membres inférieurs augmente également la puissance de propulsion des membres inférieurs et augmente la stabilité au cours des déplacements. Les podomètres sont utilisés pour stimuler et inciter les patients à marcher régulièrement. Les aides de marche, canne simple, canne anglaise, n'apportent pas une grande aide car elles créent une situation de double tâche parfois perturbante. Néanmoins, l'effet haptique, c'est-à-dire la perception au niveau de la main des pressions transmises par la canne sur le sol, est une aide au maintien de l'équilibre. Le déambulateur est réservé aux déplacements au domicile ou sur des sols plats. L'usage du fauteuil roulant est limité aux longs déplacements hors du domicile pour les patients à mobilité réduite. Le freezing est une absence brève, épisodique, du déplacement des pieds sur le sol qui se manifeste par un rapide piétinement, puis un blocage survenant à l'initiation du pas ou au cours de la marche, à l'occasion du passage de porte dans les espaces encombrés ou lors du demi-tour. Le patient, sujet au freezing, a intérêt à exagérer l'amplitude de ses pas sous la forme d'une marche ou d'un pas dit pas de parade pour prévenir la survenue du piétinement lors du passage de porte ou du demi-tour. De nombreux petits moyens permettent de le contrôler. Chacun trouve celui qui lui convient le mieux. Les exercices de contrôle du freezing pratiqués dans les situations où il survient habituellement stimulent l'attention et est une aide à un déplacement plus sécuritaire. Les aidants sont informés des gestes à ne pas faire lors des phases de blocage de la marche. Ne pas tirer le patient par le bras, mais prendre le temps de s'arrêter pour repartir une fois que son équilibre et son calme sont retrouvés. Les aidants sont également informés
sur la manière d'aider le patient à repartir lorsqu'il est bloqué, comme enjamber un repère au sol. L'instabilité posturale. L'instabilité posturale est évaluée par l'item 3.12 de l'échelle MDS-UPDRS. La forme la plus caractéristique de l'instabilité posturale est la rétropulsion, c'est-à-dire la tendance à chuter vers l'arrière. Elle compromet la station debout, la possibilité de se lever d'un siège, de se tourner dans son lit ou de faire demi-tour. Les techniques rééducatives les plus utilisées consistent à réaliser des exercices visant à porter le poids du corps vers l'avant ou de réagir à des poussées déséquilibrantes pour développer les réactions de rattrapage de l'équilibre. Avec le développement de la technologie, les consoles de jeux, la réalité virtuelle sont devenus des outils efficaces qui sont de plus en plus souvent utilisés. Les chutes. Elles sont responsables non seulement de blessures, mais également de la peur de rechuter. Elles sont à l'origine de la perte d'autonomie dans les déplacements. L'exercice physique est important. Il faut inciter le patient à marcher plusieurs fois par jour, ne serait-ce que pour de courts déplacements, et à développer au maximum son potentiel moteur, par des exercices d'équilibre ou des exercices de renforcement des muscles des membres inférieurs. La rééducation des patients potentiellement chuteurs s'est montrée efficace au stade de gravité intermédiaire de la maladie. Du temps doit être consacré à apprendre la manière de se relever du sol. L'habitat est organisé de façon sécuritaire et des systèmes d'appel, de téléassistance ou de téléalarme sont installés. La rééducation est une aide précieuse venant en complément du traitement médical. Elle apporte des solutions pratiques et des moyens de suppléance qui améliorent la fonction motrice et la qualité de vie. Mais elle n'est efficace que pratiquée de manière régulière et que si les activités rééducatives proposées sont à la fois diversifiées et adaptées à la symptomatologie. Les activités physiques et la rééducation ciblée, orientées sur les difficultés motrices proposées dans le cadre de cette maladie chronique évolutive, n'ont pas d'effet durable dans le temps. Ce qui explique pourquoi il est conseillé de les commencer dès la période initiale et de les poursuivre tout au long de l'évolution de la maladie. Aucune méthode de rééducation n'a pu, pour le moment, prouver être plus efficace que les autres. Néanmoins, les stages intensifs de rééducation suivis par la pratique de programmes d'auto-rééducation supervisés par un professionnel de santé sont recommandés. Si chez les patients fluctuants, la pratique de la rééducation est plus confortable et les exercices mieux réalisés durant la période de pleine efficacité du traitement, la tendance actuelle est de réaliser les exercices durant les périodes off, dans les moments où la motricité a besoin d'être le plus stimulée. L'éducation thérapeutique est une aide précieuse pour encourager les patients à la pratique régulière des traitements par l'exercice physique et la rééducation. Traitements qui exigent des efforts et de la constance. L'éducation thérapeutique associe les proches et les aidants dans la gestion de la maladie au même titre que les autres acteurs du traitement.